C'est un grand plaisir d'être devant vous pour une nouvelle édition de cette belle conférence USI. La conférence que je vais vous présenter porte sur un thème qui m'est cher et sur lequel j'interviens régulièrement, la naissance des idées. La version que vous allez voir aujourd'hui est une version cependant que j'ai beaucoup travaillé dans le cadre d'un projet série de conférences filmées à la Maison des Métallos, pour lequel j'ai reçu un certain nombre de soutiens, et en particulier celui d'Octo. Et disons que dans cette version, c'est une avant-première par rapport à une version qui, dans quelques mois, sera disponible de façon plus générale dans un coffret de DVD. Et pour lancer le débat sur la naissance des idées, je vais partir d'un des eureka célèbres du XXe siècle. Parce que des fois, c'est un petit flash dans un cerveau qui vient d'on ne sait où et qui a des répercussions qui se font entendre pendant des décennies et des décennies. Et le petit flash dont je vais vous parler, il est arrivé à l'un des grands scientifiques du XXe siècle, Léo Szilard, remarquable aussi bien par l'importance de ses contributions que par le fait qu'il soit aussi mystérieux. La biographie de Léo Szilard qui fait autorité s'appelle « Un génie dans l'ombre » parce que c'est bien ça. Szilard, c'est l'un de ceux qui ont transformé le XXe siècle et que personne ou presque ne connaît. Et cette histoire se passe à Londres en 1933. Léo Szilard, c'était un juif hongrois, spécialiste de physique théorique et de sciences en général, qui avait fui le régime nazi, puisqu'il était à Berlin pour ses études, sa carrière universitaire. Et Szilard se trouvait donc à Londres, et ce jour-là, il était préoccupé par un grand problème: comment extraire de l'énergie de l'atome? Il réfléchissait tout le temps. Ça faisait quelques jours que ça le hantait. Il est passé quelques heures dans son bain chaque matin. En bon hongrois, il était grand amateur de bains chauds. Et ce jour-là, à Londres, il s'occupe de se promener. Il arrive à une intersection. Le feu passe au rouge et d'un coup, il a l'illumination. La réaction en chaîne. Le procédé par lequel un neutron vient casser un atome de matière fissile. À cette époque, on ne le savait pas encore, mais l'uranium en est un exemple. Éjectant 2 neutrons ou davantage, chacun de ces neutrons vient casser un autre atome, et ainsi de suite, de sorte que le nombre de neutrons qui se baladent dans votre matériau, au début c'est juste 1, puis 2, puis 4, puis 8, et ça augmente exponentiellement vite, jusqu'à ce qu'une proportion non négligeable de l'ensemble du matériau soit touchée. Et si un petit peu de masse est subtilisée à chaque instant, même une proportion infime, ça représente une énergie considérable en vertu de la relation d'Einstein, qui est l'énergie et la matière, et finalement l'explosion de la bombe atomique. Cet éclair allait changer la vie de Léo Szilard. Il allait tout mettre en œuvre pour convaincre les uns et les autres que la bombe atomique était possible, à une époque où on était encore en train d'explorer les lois de la mécanique quantique, de la physique nucléaire. Et puis il allait se retrouver occupé à travailler pour la naissance du projet Manhattan, la construction de la bombe atomique. C'est lui qui a écrit la lettre envoyée par Albert Einstein au président Roosevelt pour alerter les États-Unis sur le risque énorme qu'il y avait dans cette guerre sur la possible utilisation de bombes atomiques, et ainsi de suite. Le projet Manhattan, c'est inouï le nombre de personnes qui ont travaillé dessus. Peut-être 100 000 personnes. Et ça a été possible que grâce à un effort collectif gigantesque. Mais c'est emblématique de ce type de projet où il y a des illuminations dans un ou un très petit nombre de cerveaux, et puis après, tout un collectif qui se met en place. Et beaucoup de grandes idées du XXe siècle et d'avant sont ainsi. Quelques autres illuminations célèbres au cours du XXe siècle. La nuit où Alan Turing a l'intuition d'un coup de l'algorithme à base d'un bon mélange de combinatoires, de probabilités, d'analyses, de statistiques, qui permettra à toute son équipe finalement de casser les codes secrets utilisés par l'armée nazie, avec des répercussions importantes dans l'histoire du XXe siècle, bien sûr.
Oh, parmi les mathématiciens les plus décorés du XXe siècle, citons Laurent Schwartz, médaillé Fields, pour sa théorie des distributions qui a fourni un langage à de nombreux scientifiques. Et il raconte que l'essentiel de sa théorie lui est venu d'un coup, en une nuit, comme une grande révélation, une illumination. C'est ça parfois les idées. Un éclair bref et des années de développement. En voici une que j'aime bien, où on voit que des fois, c'est un petit calcul ou un gros calcul qui lance les choses et que des fois, on ne maîtrise pas l'affaire du tout. Carl Friedrich Gauss était l'un des plus grands mathématiciens de tous les temps. Et vers 1800, un jour, il se dit, tiens, si je calculais la moyenne arithmético-géométrique de racine carrée de 2 et 1, je suis sûr qu'il y a quelque chose d'intéressant derrière. Je suis sûr que vous vous souvenez tous comment on calcule la moyenne arithmético-géométrique de deux nombres. Bon, en fait, c'est assez simple. Prenez racine de 2 et 1, ici et ici. Ici, vous mettez la moyenne des deux, moyenne arithmétique, la demi-somme. Et ici, vous mettez la moyenne géométrique, c'est-à-dire la racine carrée du produit. Ça vous fait deux nouveaux nombres, A et B. Ici, vous mettez A plus B sur 2. Ici, vous mettez racine carrée de AB. Et vous continuez. Et les deux séries de nombres qui sont là, elles s'approchent l'une de l'autre à une très grande vitesse. Quand elles coïncident, à la précision que vous voulez, c'est un nombre qu'on appelle la moyenne arithmético-géométrique parce que c'est une combinaison de moyennes arithmétiques et de moyennes géométriques. Et voilà le résultat. Alors à l'époque, ils n'avaient pas peur de faire des calculs avec beaucoup de chiffres après la virgule. Ils n'avaient pas de calculateur, mais ce n'était pas un problème pour Gauss. Il faisait tout ça comme il respirait, les calculs. Mais le plus extraordinaire reste à venir. Gauss regarde le résultat dans le blanc des yeux. Il fait quelques expériences et il se dit, bon sang, mais c'est bien sûr. C'est 2π divisé par la longueur de la lemniscate, où avais-je la tête? La lemniscate, c'est la courbe que vous voyez ici, écrite en coordonnées polaires. Elle ressemble à un symbole infini. C'est une courbe classique du XVIIe siècle, XVIIIe siècle, avec des propriétés intéressantes. Les Grecs la connaissaient déjà, et Gauss connaissait par cœur une valeur approchée très précise de sa longueur, que personne ne savait expliquer à l'époque. Et ça a été le début de toute une théorie. Au début, c'était ça. L'illumination, elle est venue d'une remarque liée à un calcul. Et après, toute une théorie qui en est sortie. Dans ces exemples, l'illumination était rapide, parfois elle est plus longue. Ou bien l'illumination est juste à l'échelle de la carrière d'un individu et ça prend des siècles pour bien maîtriser tout. Je vais vous parler un petit peu du mouvement brownien, associé de près à l'un des faits les plus importants de la physique du monde qui nous entoure. Le fait tout simplement qu'il soit constitué d'atomes. Mais au fait, comment on a découvert l'existence des atomes? En les observant? Pas du tout. C'est une histoire un peu tortueuse qui commence avec Robert Brown, un botaniste, qui, dans l'une de ses expériences, découvre que si on prend un tout petit grain de pollen, presque invisible à l'œil nu, et qu'on le met dans une solution, et qu'on l'examine au microscope, eh bien on va le voir s'agiter. S'agiter de façon incontrôlée et continuelle. Je vais vous montrer. Est-ce que j'ai ici? Ah, la vidéo n'est pas passée, c'est pas grave. Je vais vous demander juste d'imaginer. Vous avez votre petite particule qui est dans la solution et qui s'agite dans tous les sens comme un fou. Alors, c'est un grain de pollen. Et ce n'était pas le premier, Brown, à avoir observé ça. Et les autres avant lui avaient dit, c'est la manifestation d'un principe vital qui est présent dans le grain de pollen et qui est lié à la biologie. Mais Brown était plus subtil que cela. Il a refait des expériences avec des grains de pollen desséchés, puis avec des petits morceaux de pierre extrêmement fins. Et il s'est rendu compte que c'était pareil, et que ça n'avait rien à voir avec la vie, et que c'était un phénomène physique. Et c'est ce qu'on appelle maintenant le mouvement brownien. Ça, c'était une observation faite au XVIIIe siècle. Il a fallu attendre plus de 100 ans avant qu'on donne une explication. Ça restait comme une curiosité, ces mouvements browniens. Et puis Albert Einstein et Marian Smoluchowski, indépendamment, au tout début du XXe siècle, proposent qu'on explique le mouvement brownien avec la théorie atomique de Ludwig Boltzmann, le physicien autrichien.
Une théorie qui était controversée, selon laquelle précisément le monde était fait d'atomes si petits qu'on ne pouvait pas les observer. Et l'idée, c'était qu'on pouvait quand même observer leurs effets. Vous voyez cette particule? L'idée, c'est que cette particule, elle est toute petite à notre échelle, si petite qu'on ne la voit pas à l'œil nu, mais qu'on la voit quand même au microscope. Autour d'elle, toutes sortes de, enfin, pas toutes sortes, mais beaucoup de particules, de solutions, par exemple des particules d'eau, si petites qu'on ne les voit même pas au microscope. Et ces particules, elles s'agitent, selon la théorie de Boltzmann. On ne les voit pas, mais on voit le résultat, c'est cette trajectoire irrégulière qui vient des fluctuations statistiques, des collisions de ces petites particules invisibles contre notre particule, notre petit grain de pollen ou ce que vous voulez. Voici une petite simulation dans laquelle on représente ces particules invisibles tout le temps en agitation selon la théorie de Boltzmann. Et voyez la conséquence sur la trajectoire de cette grosse, entre guillemets, particule. Et c'est ça l'idée du mouvement brownien. Alors, ils vont plus loin. Einstein et Smoluchowski sont des théoriciens, ils maîtrisent la mathématique, la physique théorique, ils connaissent leurs modèles. Ils vont plus loin et ils calculent les lois de la diffusion, comme on l'appelle, de la particule. Ils vous montrent que cette diffusion, elle dépend d'un coefficient qui lui-même s'exprime en fonction des paramètres physiques. D comme diffusion, proportionnel à R, la constante des gaz parfaits, à T, la température. Plus il fait chaud, plus ça s'agitera rapidement, plus il fait froid, plus ça sera gelé, si vous me permettez. Divisé par, alors qu'est-ce qu'on a ici? Voilà, état, la viscosité du fluide. Évidemment, ce que vous le mettiez dans de l'eau ou dans du miel, ça sera extrêmement différent, l'agitation brownienne. Plus c'est visqueux, moins ça sera mobile. A, le rayon des particules, de vos grains de pollen ou de ce que vous voulez. Plus elles sont grosses, plus ça sera dur de les faire bouger. Pi, on sait bien ce que c'est. 6, il faut bien qu'il y ait des nombres ici, là. Et puis N. Ouais. N, le nombre de Loschmidt-Avogadro, ce nombre qui fait le pont entre l'état microscopique et l'état macroscopique, et qui vous dit, comme on l'apprend dans les cours de chimie, dans les cours de physique, en gros, combien il y a de molécules par unité de volume dans un gaz. N, on ne pouvait pas le calculer, et donc on ne pouvait pas calculer le coefficient D. Mais on savait, grâce à ces travaux théoriques, qu'il y avait une liaison entre les deux. Tout ce travail a été fait avec juste papier, crayon et cerveau. Et c'est ici que s'arrête le travail du théoricien et que commençait le travail de l'expérimentateur. À l'échelle des siècles sur lesquels se développe la réflexion scientifique, ça c'était une illumination remarquable. Place aux expériences. Svedberg et Perrin se mettent en charge, se mettent à l'œuvre pour mesurer le coefficient de diffusion. En regardant comment s'agitent les petites particules, par exemple, dans une expérience, vous en mettez un certain nombre de ces grains de pollen ou particules colloïdales, comme ils le disent pour eux qui font les expériences. Et puis ils regardent quelles sont les statistiques, par exemple, combien de particules à intervalles réguliers vous allez retrouver dans une région donnée de votre espace. Et comme ça, en comparant les mesures, en comparant cette suite de nombres avec les propriétés statistiques de la diffusion, ils sont arrivés à mesurer le coefficient D. Souvenez-vous maintenant, dans D, on connaissait tout, sauf le nombre d'Avogadro. Si maintenant on connaît D, ça veut dire qu'on va pouvoir calculer ce nombre d'Avogadro. On a fait le calcul et on a trouvé à peu près 6 fois 10 puissance 23. La valeur qu'on apprend encore aujourd'hui dans les cours de physique-chimie au collège ou au lycée. 6 fois 10 puissance 23. Quel nombre incroyablement grand! C'était un triomphe de la statistique et de la modélisation mathématique qu'on arrive à trouver un tel nombre à partir d'une observation de laboratoire effectuée avec des conditions qui n'avaient rien d'extraordinaire. Un triomphe. Mais ce qui a été encore plus remarquable, c'est que toutes les expériences qu'on a réalisées, celles-ci ou d'autres, pour calculer le nombre d'Avogadro, ont donné en gros la même valeur, 6 fois 10 puissance 23.
Et quand les physiciens du monde entier ont vu ça, ils se sont dit, l'accord est trop bon pour que ce soit une coïncidence, ce doit être la réalité. Et ils l'ont accepté, et c'est ainsi qu'on a accepté la théorie atomique, sans qu'un seul atome ait été observé. Quand on y réfléchit, c'est bien là-dedans qu'est la puissance du formalisme mathématique. Ça vous permet d'explorer des domaines inconnus où l'intuition ne peut rien. Comment vous pourriez aller dans des dimensions aussi petites que celles d'un atome? Eh bien, à travers le formalisme statistique et la modélisation sophistiquée, on y est arrivé. Le mouvement brownien, aujourd'hui, on l'explique, on l'enseigne. Dans les écoles, on n'enseigne pas le mouvement brownien, pardon, on enseigne la théorie atomique. Et on l'accepte comme un fait établi. Mais on oublie souvent de se demander comment on a finalement validé cette hypothèse des atomes. Et a posteriori, ça paraît tout simple, mais en fait, c'était d'une complexité redoutable. C'est toujours comme ça la science. Et c'est important de parler de la vision claire qui se dégage, mais c'est important aussi de parler de tout le remue-ménage chaotique qui a permis la naissance de cette vision. Et derrière les éclairs, les naissances des nouvelles idées, c'est très rare que ça surgisse de façon claire et organisée. Souvent, ça surgit dans un grand désordre. Et il faut beaucoup de temps pour revenir et pour expliquer les choses. Le mouvement brownien, aujourd'hui, il se porte bien. Non seulement il explique les mouvements désordonnés des petites particules, mais aussi on le retrouve dans la théorie fractale, dans la turbulence, dans toutes sortes de problèmes de physique mathématique et de mathématiques financières. Wendelin Werner, en 2006, a reçu la médaille Fields pour des travaux reliés à la structure du mouvement brownien. Je vais vous montrer une petite vidéo qui vous donne un aperçu du mouvement brownien tel que représenté mathématiquement. Imaginez que ça, c'est la petite particule dont on parlait tout à l'heure, qui se déplace de façon apparemment complètement aléatoire au sein de la solution. On a coloré la trajectoire pour qu'on puisse l'apercevoir, mais tout ce qui vous intéresse, c'est vers quoi elle se dirige, la particule. Mathématiquement, c'est ce qu'on appelle une marche aléatoire. À chaque instant, la particule, elle se déplace soit un coup à droite, soit un coup à gauche, soit vers le haut, soit vers le bas, de façon complètement aléatoire. Regardez la complexité de la figure géométrique. Il y a des gens qui ont passé leur carrière à en étudier tous les détails. Plein de ressources. Il y a plein d'études sur les marches aléatoires. Par exemple, c'est le problème dit du marcheur ivre. Imaginez, vous sortez d'une soirée très arrosée à la suite d'une élection, ou je ne sais pas quoi, et puis vous n'arrivez plus à marcher de façon coordonnée, vous allez un coup à droite, un coup à gauche, ou en avant, en arrière, complètement désordonné. Question, est-ce qu'au terme de cette marche, vous finirez par rentrer chez vous? Réponse, oui, avec probabilité 100%. Cependant, il est déconseillé de le faire, car on démontre que le temps moyen de retour est égal à plus l'infini. Et ça se met en mathématiques. Les lois du hasard, c'est beau, hein? Bon. Alors, revenons, si vous le voulez bien, à notre naissance des idées. Vous avez vu, dans cette histoire, on est parti d'une observation d'un botaniste et on est arrivé à des théorèmes mathématiques subtils. Brown aurait été très surpris s'il avait su que son nom serait enseigné dans les cours de mathématiques des universités du monde entier. Et parfois, le destin des idées est ainsi. Et parfois, d'autres exploitent ces idées pour en faire de choses assez impressionnantes qui vont transformer votre quotidien. Parce que là, vous allez me dire, ok, ça c'est très joli, je comprends l'appétit, la science, ça change notre vision, mais qu'est-ce que j'en tire, moi, de ce mouvement brownien ou de cette marche aléatoire? Certains ont vu loin. Voici l'histoire de l'un des algorithmes les plus célèbres du monde, PageRank. L'algorithme qui a fait les débuts de Google et qui a préparé le terrain vers son envol stratosphérique. Comment retrouver de l'information de façon efficace? Alors, prenons une petite métaphore. Imaginez que vous soyez un détective avec un crime sur les bras. Vous devez retrouver le coupable. Il y a certains témoins. Vous les interrogez.
Et mettons qu'il y en ait 8, vous les interrogez tous, mais lesquels vous allez interroger en priorité? Il y a les témoins directs qui vous disent « voilà ce que j'ai vu ». Il y en a d'autres qui vous disent « j'ai entendu un tel qui m'a raconté ceci ». Bon, et vous tenez compte de tout ça. Mais quand vous interrogez le numéro 2, il vous renvoie la balle au numéro 7, c'est lui qui tient l'information. Le numéro 7 renvoie au numéro 3 et ainsi de suite. Le numéro 1 sur ce dessin est un témoin direct. Peut-être qu'il faut l'interroger en priorité, de façon détaillée. Numéro 4 aussi sur le dessin est un témoin direct. Et il y a plus de personnes qui font référence à lui. Peut-être que c'est lui qui a la priorité. Alors allons-y. Vous voyez, ce qui se dessine, c'est un exemple. Quand vous avez comme ça tout un réseau d'informations qui font référence les uns aux autres, commençons par les personnes qui sont les plus citées, les plus connectées en quelque sorte. Et l'idée de Page et Brin, les fondateurs de Google, c'était d'appliquer la même méthode au réseau Internet. Sauf que ça peut être des centaines de millions de pages qui contiennent certains mots-clés. Alors on ne va pas le faire comme ça de visu. Il nous faut un algorithme. Et l'idée remarquable, ça a été de confier ça à la marche aléatoire. Regardez cet exemple. Vous voyez, ce nœud est déjà assez compliqué pour que ce soit difficile de trouver les nœuds qu'il faut examiner en priorité. Alors on va jouer au mouvement brownien. On va envoyer des petites particules comme des grains de pollen qui se baladent à travers le réseau, de lien en lien, comme à travers les liens HTML, qui sautent un peu au hasard partout, et on va regarder où est-ce qu'ils ont tendance à aller le plus naturellement possible. Vous voyez la pile de jetons qui monte, ça correspond au nombre de visites. Et petit à petit, à travers cette marche aléatoire sur un réseau, comme on dit, se dessine la solution. Elle émerge de l'aléatoire. Et ce sont les deux piles les plus hautes que vous allez examiner en priorité. C'était une idée qui valait des milliards, littéralement. Maintenant, ce n'est plus exactement l'algorithme utilisé par Google, bien sûr. Ça a été complexifié de façon incroyable. Rafistolé, repris, beaucoup de monde a travaillé dessus. Personne ne sait exactement, sauf une petite poignée d'initiés, quel est le fonctionnement réel actuel. Mais le principe de base, c'était celui-ci, où on voit que la culture mathématique peut être extrêmement précieuse quand vous avez des projets technologiques innovants à porter. Aujourd'hui, mathématiques et innovation, c'est toute une affaire. On la retrouve dans toutes sortes de sujets qui vont de la météorologie au cœur artificiel, en passant par leur construction de caractères morphologiques à partir de l'ADN, l'examen des organes, le pilotage de drones, les prothèses intelligentes et tout ce que vous voulez. À tel point que mathématicien s'est retrouvé en tête à plusieurs reprises des classements des meilleurs métiers du monde. Regardez cette étude de CareerCast parue en 2009 dans le Wall Street Journal, annonçant fièrement mathématicien comme meilleur métier du monde. Pas mal, non? Vous voyez le mathématicien avec son nœud papillon dans l'arbre. Voilà, tout fier. Tout fier parce que mathématiques, ça s'est invité comme étant une grande fabrique à concepts et à idées. C'est venu s'imbriquer, se combiner avec bien d'autres technologies, bien d'autres sciences. Et mathématiques, c'est ce par quoi une idée abstraite peut se développer jusqu'à aboutir à des conclusions quantitatives que vous pouvez utiliser. Permettez-moi de sauter ce petit épisode de mon exposé pour aller directement à la suite et insister maintenant, après tout le paysage que je vous ai peint d'un univers magnifique où les idées se développent dans l'allégresse et où les mathématiques ont une part considérable, pour parler maintenant de ce qui se passe du point de vue de l'inventeur, de l'innovateur, du chercheur. La vérité, c'est que ce n'est pas drôle tous les jours. Et même, comme le disait mon collègue Craig Evans de l'Université de Berkeley, chaque jour est un échec. Every day is a failure. Vous essayez, et typiquement, dans votre journée, rien ne se passe. Les bonnes idées sont rares. En témoigne la petite anecdote de la rencontre entre Albert Einstein et Paul Valéry, le poète. Paul Valéry, tout excité d'avoir le grand homme en face de lui, sort un petit carnet et lui demande « Maître, moi j'ai un petit carnet pour noter mes idées quand elles me viennent à n'importe quel moment de la journée. »
Est-ce que vous faites pareil avec les vôtres? Et Einstein répond, vous savez, moi j'ai tellement peu d'idées que ça ne me servirait à rien du tout. Et les idées sont rares, même les plus grands, et peut-être surtout les plus grands, le savent. Et parfois, une bonne idée, il faut la poursuivre pendant des années. C'est ce qu'a fait Einstein à plusieurs reprises. Ça, c'est moi, au travail, en train de me maudire et de me dire, c'est quoi l'idée là? Comment je vais faire pour avancer, pour résoudre le problème? Rien ne marche. On connaît ça. Et on apprend à aimer ça finalement. Et à le frisson, se dire, est-ce qu'on va être à la hauteur? Est-ce qu'on va arriver à avoir l'illumination qui permettra d'avancer et de débloquer la situation? Et ça ne sera jamais simple. Paul Valette, dans une petite bande dessinée comique, se plaisait à contraster la perception publique de la science. Vous savez, vous posez une question, vous acceptez le défi, vous travaillez, vous avez une bonne idée, vous avez le prix Nobel ou qui sait quoi. Et ce qui se passe en réalité, vous acceptez le défi, vous travaillez, quelqu'un l'a déjà fait, non, votre instrument se casse, c'est pas comme vous croyez. Résultat extraordinaire, finalement c'est de la daube. Et puis vous continuez. Qu'est-ce qui se, pardon, qu'est-ce qui va se passer? On va dire what the hell. Oui, non, c'est curieux. Ah là là, ça a du sens. Mince, ils ont déjà trouvé ça il y a 50 ans. Bon, on recommence. Et puis à la fin, waouh, peut-être que je peux le publier. Ouais. C'est encore plus compliqué que ça en vrai parce qu'il faut y ajouter les interactions entre chercheurs qui sont très importantes, les rencontres avec les uns et les autres. Et puis, même quand vous avez réussi à trouver votre bonne idée, il faut encore convaincre les uns et les autres. Il y a des exemples tragiques de gens qui n'ont pas su convaincre. L'un des plus emblématiques peut-être dans l'histoire des sciences est celui de Semmelweis, ce médecin autrichien ou hongrois, si je ne dis pas de bêtises, qui a eu l'idée de l'hygiène. C'est important de se laver les mains après une dissection et avant un accouchement avec du savon. Et oui, on en rit maintenant, mais il y avait des gens qui mouraient littéralement tous les jours de ce genre de pratique. Et quand Semmelweis essayait de convaincre ses collègues, il disait « Mais tu es fou, que vas-tu dire? Regarde, mes mains, elles sont propres » et ainsi de suite. Il a fini dans un asile, Semmelweis. Une vraie histoire tragique. On n'a pas d'histoire aussi tragique dans l'histoire mathématique, mais quand même, Louis Bachelier, superbe idée, le premier à avoir compris que le mouvement brownien, on pouvait l'appliquer à la finance, dans une thèse du tout début du XXe siècle, avant même qu'Einstein et Smoluchowski mettent leur nez là-dedans. Idée géniale. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Rien. Aucune reconnaissance, aucun travaux, un inconnu complet ou presque. Et pourtant, le prix Nobel d'économie dans les années 1990 faisait remonter à Bachelier l'origine de la plupart des mathématiques financières. On a des histoires comme ça, même les plus grands, ceux dont la recherche a inspiré mes travaux, ceux qui sont entrés dans l'histoire des sciences, des gens comme Riemann, Boltzmann, Kantorowicz, ils ont vu leurs idées méprisées, contestées à certains moments, même les plus grands. Alors, le temps passe, et j'aimerais bien prendre les 5 dernières minutes pour parler un peu de choses positives. Jusqu'à présent, je vous ai dit, là, c'est dur, l'illumination, quand est-ce qu'on va la trouver? On ne sait pas. C'est un projet compliqué et des fois on ne nous reconnaît pas. Il y a autre chose aussi, c'est que les bonnes idées, elles sont imprévisibles. Et comme le disait bien Henri Poincaré en 1900, quand on lui demandait d'imaginer les idées du XXe siècle, impossible de savoir quelles seront les bonnes idées. Juste, ça arrive sans prévenir et sur un sujet qui ne se présente pas. Alors, beaucoup de, je vais passer ça aussi, beaucoup d'incertitudes, mais il y a quand même des ingrédients qui reviennent dans la naissance des idées et qu'il faut garder en tête. Des ingrédients qui mettent les uns et les autres dans des bonnes dispositions pour accroître les chances d'avoir de bonnes idées. On les connaît bien en recherche. Dans mon ouvrage Théorème vivant, qui est une sorte de journal de bord du mathématicien à la chasse au théorème pendant 2 ans et demi, sur une affaire assez compliquée d'amortissement Landau en physique des plasmas, qui finalement m'a valu la médaille Fields, on retrouve
ces ingrédients. Et on retrouve le genre de démarche complexe, extrêmement chaotique que je décrivais. Quels ingrédients? Premier ingrédient, la documentation. Les grandes idées, les bonnes idées, elles viennent jamais de nulle part. Elles s'appuient toujours sur ce qui a été fait avant. Même si elles s'inscrivent en réaction, elles viennent bouleverser quelque chose qui existait déjà et elles en sont en quelque sorte les héritières. C'est pour ça d'ailleurs que les bibliothèques ont été si importantes pour les scientifiques à travers les âges. Et c'est pour ça aujourd'hui que la documentation en ligne, les articles électroniques, tout le corpus de connaissances est toujours si important. Oui, il s'agit de penser différemment, comme on nous le dit, mais pour penser différemment, il faut aussi connaître ce qui a déjà été fait. Deuxième ingrédient, c'est peut-être le plus important, c'est peut-être le plus mystérieux, la motivation. Il y a un consensus mondial que le plus grand danger qui plane sur les sciences aujourd'hui, c'est la disparition par manque de motivation des étudiants. Et partout dans le monde, il y a des programmes pour motiver les étudiants à base de culture scientifique, de jeux, d'opérations interactives ou de ce que vous voulez. Pourquoi je vous ai mis Donald ici? Parce que quand j'étais gamin, je regardais un dessin animé qui s'appelait Donald au pays mathématique, Mathémagique. J'avais peut-être 10 ans, je trouvais ça super, même si ce n'était pas de la mathématique profonde, je peux le dire maintenant avec du recul, mais je trouvais ça super. Et on sait que il y en a plein des grands scientifiques qui ont vu toute leur carrière influencée par des ouvrages ou des conversations qu'ils ont eues à l'âge de 10 ans. À gauche, vous avez une expérience qui a été menée en Angleterre avec des gamins de 8 à 10 ans à qui on a fait faire des expériences autour des abeilles tellement bien conçues qu'elles ont été publiées dans une revue de recherche. Et ces jeunes, ils ont découvert que la science, ce n'est pas de la connaissance, c'est avant tout le plaisir de la recherche et d'aller chercher quelque chose que personne n'a jamais découvert. Et ça, c'est passionnant. Et ça peut vous motiver. La motivation, ça peut être le plaisir de la découverte, ça peut être aussi des choses moins avouables. Je vous parlais de Léo Szilard au début de l'exposé. Pourquoi il était si motivé, Szilard, à trouver la clé de l'énergie cachée dans les atomes? En vérité, il avait lu dans les journaux le résultat d'une interview d'Ernest Rutherford, le père de la physique nucléaire, qui avait déclaré que l'énergie dans les atomes était tellement ténue qu'on n'arriverait jamais à en faire quoi que ce soit d'utile. Et Szilard, il s'est dit, ce vieux crouton de Rutherford, je vais prouver qu'il a tort. Tiens, cette volonté de remettre en cause un aîné peut jouer beaucoup dans la motivation. D'ailleurs, l'histoire des sciences en est pleine de scientifiques qui commencent leur carrière en bousculant la théorie de leur directeur de thèse, par exemple. La motivation, ça peut aussi être l'émulation à l'échelle d'un pays, et on peut argumenter que presque toute l'histoire mathématique du XIXe siècle, c'est la compétition entre les mathématiciens allemands et les mathématiciens français. Les Allemands et les Français se lisant les uns les autres, s'admirant les uns les autres, mais aussi faisant tout leur possible pour se dépasser. Et d'ailleurs, après la défaite de 1870, la grande affaire, c'était les Allemands nous ont battus parce qu'on a baissé la garde au niveau des sciences et il faut se remettre dans le bain. Troisième ingrédient, un environnement propice. Les bonnes idées, elles ne viennent jamais à des chercheurs isolés, mais toujours à des chercheurs ou des innovateurs dans un contexte. Ça peut être une ville très innovante, comme a pu l'être Paris au tout début du XXe siècle, leader mondial de la créativité, comme a pu l'être Budapest dans les débuts du XXe siècle aussi. Les cerveaux hongrois ont changé le monde. Ça peut être un environnement de recherche industrielle aussi. Le plus célèbre de tous, peut-être, c'est le laboratoire des Bell Labs, dont sont sortis tant d'inventions qui ont transformé le XXe siècle, tous les dispositifs de la communication moderne. Et c'était la force de l'environnement, de la synergie et des discussions. Quatrième ingrédient, les échanges. Vous allez me dire, environnement et échange, est-ce que ce n'est pas la même chose? La réponse est non. C'est presque l'opposé. L'environnement, c'est les gens autour de vous qui ne travaillent pas sur le même sujet que vous, mais qui vous inspirent par ce qu'ils font, par des discussions, par des conversations au hasard. Et les échanges, c'est des gens qui ne sont pas forcément avec vous, mais à qui vous partagez un intérêt commun et avec qui vous correspondez pour améliorer votre théorie. Et c'est tellement important, à tel point que certaines des conversations entre scientifiques, certaines lettres, ont été publiées et sont toujours des références.
5e ingrédient, les contraintes. Pas de créativité sans contraintes. On le sait bien dans le domaine de l'art ou de la littérature. Certains créateurs sont devenus célèbres en s'imposant des contraintes démentes, comme Georges Perec, s'amusant à écrire un roman épais sans la lettre E. Et c'est pareil, très souvent de la contrainte naît la créativité parce que vous devez la contourner. En mathématiques, on a des contraintes énormes parfois. La contrainte que aucun carré ne peut être négatif, tous les carrés sont positifs, si vous y réfléchissez, amener à la découverte, pour résoudre certaines équations, des nombres complexes, qui ont été une révolution mathématique. 6e ingrédient, le mélange de travail et d'illumination qui a été si bien décrit par Henri Poincaré et qu'on a tous connu dans les métiers de la recherche. On travaille dur, on s'imprègne et de temps en temps vient une illumination sans prévenir. Le travail, il y a des techniques pour essayer de développer la créativité. Un exposé clair et concis en a été fait par Claude Shannon dans un article précisément sur la créativité en sciences, avec toutes les façons de retravailler le matériau que constituent les idées et le raisonnement. Simplification, analogie, reformulation, généralisation, analyse structurelle, inversion, qui est quand vous partez du but au lieu de partir du point de départ. Il y a toute une technique que vous apprenez au fur et à mesure que vous recherchez. 7e ingrédient, la persévérance et la chance. Ces deux-là, elles vont ensemble. Vous avez toujours besoin de chance pour faire quelque chose de bien, mais si vous ne persévérez pas, la chance, elle ne risque pas de venir. Prenez l'exemple d'une découverte liée à la chance. Le jour où Montgomery rencontre Dyson à l'Institute for Advanced Studies, ils discutent autour du thé et ils découvrent qu'ils travaillent sur le même problème, la même formule, même si l'un vient de la physique et l'autre de la théorie des nombres. De cette rencontre fortuite est née la conjecture de Montgomery-Dyson, l'une des plus célèbres en mathématiques contemporaines. C'était la chance, ouais, mais aussi le fait qu'ils se retrouvaient ensemble dans des colloques ou dans des institutions, qu'ils étaient curieux, qu'ils aimaient discuter et qui travaillaient inlassablement sur les sujets qui leur tenaient à cœur. Voilà, je vais m'arrêter là en citant juste Thomas Jefferson, une très belle citation sur la nature des idées et ce qu'on doit en faire. Si la nature a rendu une chose moins propre que toutes les autres à être propriété exclusive, c'est l'action de la puissance pensante appelée une idée qu'un individu possède seulement tant qu'il la garde pour soi. Dès l'instant où elle est divulguée, elle s'impose à la possession de tous et celui qui la reçoit ne peut s'en défaire. Ce qui en fait aussi sa particularité est que personne ne la possède moins, car chacun la possède en entier. Celui qui reçoit une idée de moi l'ajoute à son savoir sans diminuer le mien, de même que celui qui allume sa torche au feu de la mienne reçoit la lumière sans me plonger dans les ténèbres. Les idées sont faites pour être partagées, ça fait partie de la condition humaine, c'est ce que nous dit Jefferson. Ça nous remet aussi en mémoire une époque où les plus hauts personnages politiques des États-Unis parlaient bien. On finit avec Henri Poincaré, la pensée comme un éclair dans une longue nuit, mais c'est cet éclair qui est tout. Je vous remercie.